Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour cette première séance de l'atelier d'économie politique de 2021. On en a réalisé plusieurs déjà depuis la rentrée de 2020, toujours en ligne. Mais on est très heureux de pouvoir continuer à faire ces séances-là sous le format, Alban, je vous précise tout de suite, de 45 minutes de présentation et de 45 minutes de discussion. Et on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour venir nous présenter un travail que vous êtes en train de réaliser durant votre thèse, qui s'intitule Penser le découplage énergétique, une approche croisant théorie marxienne de la valeur et thermodynamique. Donc des questions essentielles en ce moment et qui intéressent beaucoup de chercheurs au CEPN. Donc, je pense et j'espère que la discussion qu'on aura ensuite sera riche. Et je vous laisse tout de suite la parole pour 45 minutes, suivie d'une discussion du même temps ensuite. Voilà, c'est à vous. Merci pour cette présentation et merci de m'avoir donné la chance de présenter ce séminaire, puisque effectivement, je pense que, étant donné le vivier hétérodoxe de Paris 13, c'est toujours important d'avoir un retour de cette communauté-là. Donc, je suis très content d'être là aujourd'hui. Bon, certes en visio, mais quand même là. Alors, je vais sans plus tarder commencer. En fait, donc, comme vous l'avez dit, c'est un travail en cours. Donc, moi, mon sujet de thèse, je suis en 3e année, porté sur cette question de la compatibilité entre croissance et réduction de la consommation d'énergie. Et je suis petit à petit venu à m'intéresser au cas de Marxie. Je vais expliquer un peu la démarche. Alors, le premier constat, c'est assez évident que vous le connaissez tous, c'est celui qu'une soutenabilité carbone passe par une réduction de la consommation d'énergie. Tous les scénarios tablent là-dessus. J'en ai donné un pour illustrer. Le scénario de l'IEA table sur à peu près, en termes de soutenabilité carbone, 50% au niveau de la décarbonation, 50% au niveau de la réduction en valeur absolue de la consommation d'énergie. Le problème, c'est que cette transition énergétique qui est censée nous amener à la soutenabilité, jusqu'ici, ce sont les travaux de Fressos, toutes transitions ont été en réalité des additions énergétiques. Donc, on n'a jamais vraiment réussi finalement à avoir à la fois transition vers une nouvelle énergie et réduction en valeur absolue de la consommation. Et donc, la question que moi, je me pose dans cette thèse et plus spécifiquement ici dans la présentation, c'est de savoir, voilà, est-ce que cette ambition d'une soustraction énergétique, est-ce qu'elle est envisageable dans un régime de croissance? On dit en d'autres termes, est-ce que le découplage absolu qui est régulièrement promu en termes qui est une nécessité finalement de l'idée de croissance verte, est-ce que c'est envisageable? Quel élément on peut avoir en ce sens? Alors, le premier réflexe, c'est évidemment d'aller voir un peu les faits stylisés, ce qu'il en est au niveau du découplage dans les chiffres. Donc, les conclusions, je vais être assez bref, mais au niveau mondial, vous le savez tous aussi, le découplage n'est que relatif entre énergie et PIB réel, puisqu'on a, sur la période 71-2016, une élasticité mondiale entre la consommation d'énergie primaire et le PIB réel mondial de 0,62. Donc, quand le PIB augmente de 1%, la consommation d'énergie primaire augmente de 0,62 et c'était le cas sur la période. On a une relation vraiment linéaire. Néanmoins, et c'est là-dessus que s'appuient certains défenseurs promoteurs de la croissance verte, on a un découplage absolu qui est observé au niveau local, donc au niveau plutôt national pour le coup, en approche production, c'est très important, dans des pays comme l'Allemagne ou la France depuis 2005, puisque depuis 2005, la consommation d'énergie primaire en France a diminué de 5%, tandis que le PIB réel a augmenté de 17%. Néanmoins, ça aussi c'est bien connu, je vais vite, ces chiffres sont évidemment à relativiser par rapport à tous les travaux qu'on a eus en termes d'approche consommation. Et bon, là, dernier en date qu'on peut signaler qui est intéressant, c'est les travaux de Dorninger et Hall de 2021, qui nous montrent que
les pays à haut revenu voilà, sont importateurs nets d'énergie venant de l'extérieur. Donc, il y a une empreinte énergétique qui est masquée par la place dans le commerce international. Néanmoins, une fois qu'on a fait ce constat, il me semble, et la littérature pointe dans ce sens-là, et là-dessus je me base sur ce que dit Alf Hornborg, qui est un des représentants de l'échange écologiquement inégal. Il nous dit qu'il y a un caractère ambigu, et les chiffres le montrent, entre l'énergie et la monnaie, entre finalement la consommation d'énergie d'une part et la valeur d'autre part, et que d'après lui, et je partage en partie ce constat, que aujourd'hui, cette relation entre ces deux variables macro, consommation d'énergie et valeur, elle échappe encore à l'économie en tant que discipline et profession. Alors, ce constat m'a amené à finalement essayer de comprendre plus au niveau théorique, voilà, quelle était la relation qu'on pouvait identifier, quelle relation finalement unissait la création de valeur et l'énergie, ce qui m'a amené finalement à décomposer le problème en deux, puisque là aussi, en suivant les préceptes de Hornborg, Hornborg suggère qu'il faut, d'un point de vue analytique, finalement distinguer ce qui est de l'ordre de la réalité sociale, du culturel finalement, et la réalité naturelle pour mieux comprendre finalement comment ces deux dimensions de la réalité sont entrelacées. C'est bien de ça qu'il s'agit. On a d'un côté le PIB réel, la valeur qui fait partie finalement, qui est une dimension monétaire de la réalité. C'est une manière de lire le monde via la monnaie. Et donc ça pose nécessairement la question que se posent les théories de la valeur de quelles sont les sources de la valeur, travail, utilité, énergie. Et puis d'autre part, l'énergie qui, elle, renvoie à l'univers de la production physique, la production au sens matériel, dans le monde matériel. Et on sait que toute production, de ce point de vue-là, c'était l'apport de Georges Scourogan, notamment, montrait que voilà, toute activité, tout processus économique est un processus aussi biophysique de dégradation d'énergie et de matière. Alors, ce questionnement, du coup, sur la théorie de la valeur, il fait aussi écho, pour essayer de montrer que ce questionnement, il n'est pas totalement hors sol, il fait écho à des débats actuellement assez vifs au sein du champ de l'économie écologique. Alors, pour vous en convaincre, il y a tout d'abord cette remarque qui est faite par Halidway et Plumcock dans leur repère sur l'économie écologique, qui déplore en 2017 que finalement, pour l'instant, l'économie écologique n'a toujours pas de théorie de la valeur. Il n'y a pas de théorie finalement de la valeur arrêtée. Et dans le cas où on considérait qu'il est important de souscrire à ce projet, de doter l'EE d'une théorie de la valeur, il faut se prémunir de deux écueils qui ont donné lieu au sein de cette communauté à de vifs débats. D'une part, l'écueil substantialiste, qu'en tant qu'hétérodoxe, on connaît bien suite au débat qu'il y a eu autour de la théorie de la valeur travail avec le travail d'Orléans. Mais au sein de l'EE, cet écueil substantialiste, il est d'autant plus prégnant que vous voyez qu'il y a forcément la tentation d'avoir aussi des théories de la valeur énergétique où l'énergie est directement créatrice de valeur, donc où il y a un lien très direct, cette tentation étant à mon sens vraiment représentée par les travaux de Costanza dans les années 80. Voilà. Et d'autre part, l'autre écueil qu'il faut aussi éviter, c'est l'écueil subjectiviste, qui est de dire que finalement, la valeur n'est que culturelle, elle n'est que finalement le fruit d'investissements passionnels des individus et qu'elle serait finalement hors sol. Et on a un peu Jean-Marie Arribet qui a beaucoup mis en garde contre cette perspective de trop déconnecter finalement la valeur de la dimension matérielle de la production. Et alors, dans ce débat au sein de l'EE, où est-ce qu'on en est? Donc, Plumcock et Douay nous disent qu'il n'y a pas de théorie de la valeur. Néanmoins, pour ce qui est des approches consommation et plus spécifiquement de l'échange écologiquement inégal, il y a une espèce de synthèse, moi, il me semble, quand même, au niveau de la théorie de la valeur. Et là, je partage avec vous la citation de Dorninger qui en fait reprend, puisque Alf Hornborg est co-auteur sur cet article, qui nous dit « La théorie de l'échange inégal ne contredit pas la définition courante de la valeur comme étant basée sur la valeur d'échange, l'utilité déterminée par le marché, mais ajoute
que l'attribution inévitable d'une valeur plus élevée aux marchandises représentant le potentiel productif restant le plus faible conduit inévitablement à un transfert asymétrique de ressources. Donc, ils ont finalement une espèce de synthèse entre, d'une part, au niveau de la valeur reste culturellement construite et en ce sens-là, ils reconnaissent une certaine validité à la théorie néoclassique de la valeur utilité, mais ils rajoutent que finalement, il y a une contrepartie physique à ces flux de valeur qui est strictement inverse, qui est que plus il y a une dissipation d'énergie, plus les biens en question ont une valeur élevée. Donc, voilà un peu. Et de l'autre côté du champ, il y a quand même une bataille qui a mené notamment à pas mal de remous au sein de la revue. On a une autre position, celle de marxistes écologiques, d'éco-marxistes comme Foster et Burkett, et plus récemment la prise de position de Elke Pirgmeier dans un récent article de Ecological Economics qui s'appelle The Value of Value Theory for Ecological Economics, qui dit, voilà, au contraire, qui essaye de réhabiliter la théorie de Marx. Et donc, moi, c'est un peu dans ce questionnement que j'essaye de me situer et prendre un peu le parti après Foster, Burkett et Pirgmeier, que la théorie marxiste de la valeur a quelque chose à nous dire et qu'elle a une dimension écologique certaine et qu'elle est tout à fait compatible avec les apports de l'économie écologique. Alors, pour le montrer, je vais procéder en 4 temps. Le premier temps, ça sera de revenir sur quelque chose qui est régulièrement critiqué, ce qui est cette référence au travail, que finalement le travail, si on met en évidence le travail, c'est que du coup on oublierait la nature, etc. Et donc pourquoi ce choix du travail ? Dans un deuxième temps, montrer comment la question de la valeur est posée, et notamment montrer qu'avant tout la théorie de Marx est une théorie de la forme-valeur, c'est-à-dire de l'existence de la forme-prix, avant d'être une théorie des prix relatifs. Et puis, dans un troisième temps, montrer que néanmoins, la valeur travail, on peut le concevoir, on peut dire des choses. La valeur travail, ça ne montre finalement que le rôle du monde physique sur les prix relatifs, et que évacuer la valeur travail, d'une certaine manière, c'est se couper du monde physique, un reproche qui a été fait à Orléans notamment sur le fait qu'il ne proposait pas de théorie matérialiste des prix une fois qu'il ait eu rejeté à la poubelle la théorie de la valeur de Marx. Voilà. Et puis en quatrième temps, je ferai le lien avec la question de l'échange inégal et de la consommation d'énergie. Donc, premier temps, pourquoi finalement cette insistance sur le travail et pourquoi elle est importante d'un point de vue physique ? Tout d'abord, finalement, la référence au travail, elle nous montre que la production, elle prend place au sein d'un monde physique qui est rempli de contraintes. On voit bien que, hormis, comme dit Marx dans cette citation du livre 1, hormis les valeurs d'usage qui seraient fournies intégralement et sans effort par la nature, par exemple l'air que l'on respire, eh bien, toute valeur d'usage nécessite à minima un travail productif, un travail au sens physiologique pour se procurer ces valeurs d'usage. Et ça, finalement, ce n'est que la conséquence finalement de notre situation d'encastrement dans le monde physique, un peu si on reprend les termes de René Passé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et ça, je dois quand même remercier Jean-Marie Ribet pour avoir pointé ce point. On voit aussi que même chez Keynes, il y a cette reconnaissance que le travail est, d'un point de vue physique, de production physique, est le facteur déterminant. Il nous dit que c'est le travail qui produit toute chose. Et ce qui est très intéressant, il nous dit surtout que... et il explique finalement historiquement pourquoi cette unité du physique, l'idée de faire une comptabilité sociale à partir du travail physiologique, elle a pu avoir du sens historiquement, puisque en fait, ce n'est qu'un point de vue sur le monde, notre difficulté dans la production de valeur d'usage, de notre rapport à ce monde physique qui n'est pas donné pour gratuit, qui n'est pas donné sans effort. Alors, la critique qui revient, la critique un peu, je trouve, facile et trop rapide, qui revient dans pas mal de travaux de l'économie écologique, c'est de dire finalement, en choisissant le travail, on ne parlerait plus de la nature. Et donc, ça serait le travail au détriment de la nature. Il me semble que la critique de Hornborg porte notamment là-dessus. Il ne comprend pas pourquoi on aurait
cette substance-là qui serait le travail, l'origine de la valeur, et que la nature ne serait pas représentée dans ce processus. Alors en fait, finalement, c'est assez facile de montrer qu'il y a une erreur, c'est qu'il y a une confusion, à mon sens, entre penser que désigner le travail comme condition de la production matérielle, c'est l'identifier comme le seul facteur de production. Non, ce n'est pas ça. C'est la différence entre considérer le travail comme un facteur de production et considérer, comme Keynes le fait, comme Marx le fait, le travail comme finalement une métrique, un agrégat, une unité qui est pertinente pour compter l'effort humain qui est passé à produire. Et donc, dans ce cadre-là, vous voyez très bien que la nature est prise en compte, puisque, disons que la nature qui ne demande aucun travail, qui est donné à nous sans travail, elle apparaîtra comme cadeau gratuit, donc effectivement, elle représentera zéro travail. Et en revanche, de nombreux éléments, que ce soit les ressources naturelles, le pétrole, etc., demandent un travail pour être extraites, pour être rendues, pour servir en tant que valeur d'usage par la suite. Et donc, par conséquent, elles sont présentes dans un agrégat sous forme de travail, mais sous forme de travail mort, de travail passé. C'est comme ça qu'elles sont prises en compte de ce point de vue-là. Et donc, finalement, on comprend, ça permet de répondre, vous voyez, à la question de Orléans qui se demande pourquoi est-ce du travail abstrait quand on parlera de la question de la valeur et pas de l'utilité abstraite. Parce que cette production dans le monde physique, ce n'est pas l'utilité qui produit les biens. Enfin, on aurait du mal à voir en quoi, mais il y a bien une production matérielle à un moment donné. Et après, la vraie question qui se pose, c'est comment cette quantité de travail physiologique va être valorisée sur le marché, comment ce travail concret est transformé en travail abstrait. Alors, ça amène à la deuxième point, de montrer que ce travail, finalement, tout ce que je viens de décrire sur le travail comme comptabilité de la production, c'est quelque chose qui est transhistorique, c'est quelque chose qui est propre à la condition humaine, puisque c'est lié au fait qu'on est encastré dans le monde physique. Mais toutefois, ce travail-là peut prendre différentes formes historiques, et dans l'économie marchande, cette production, ce travail-là, va prendre la forme valeur. Et donc, c'est en ce sens-là que la démarche de Marx n'est pas Ricardo. Pourquoi? Parce que la forme valeur est historicisée. La forme valeur n'est pas un déjà là, vous voyez, qui découlerait d'une espèce de propension naturelle à trafiquer, qui amènerait progressivement la monnaie, d'une espèce de monde marchand qui a toujours été là. Non, pour Marx, cette valeur existe parce qu'on a un nouveau rapport social qui naît, qui est la séparation marchande, et qui fait que la coordination des activités productives est très différente dans cette société-là. Elle se fait a posteriori, et parce qu'elle se fait a posteriori, les différents produits du travail physiologique doivent obligatoirement utiliser une unité de compte pour être rendus commensurables. Autrement, les arbitrages, achats, ventes, la coordination par le marché, par les prix n'est pas possible. Il faut une unité de compte, et c'est bien l'unité de compte qui compte, et non pas le caractère, comment on dit, le caractère intermédiaire des échanges qui est pertinent en termes de monnaie. Mais là-dessus, bon, il n'y a pas vraiment de débat, puisque Orléans accepte cette partie-là de la théorie de la valeur, théorie de la valeur de Marx. Néanmoins, pour insister sur le fait que Marx n'est pas Ricardo, et c'est là l'intérêt de la notion de travail abstrait, c'est que pour Ricardo, toute unité de travail crée une unité de valeur, pour faire simple. Il y a une homologie finalement entre travail physiologique et travail abstrait. L'intérêt de la théorie de Marx étant de montrer que le travail physiologique ne devient pas spontanément, travail abstrait ne devient pas nécessairement valorisé. Il y a, comme dit Arribé, ce saut période de la marchandise qui fait planer une incertitude sur dans quelle proportion ce travail concret, physiologique, va être valorisé. Et là, il y a un exemple qui est plus ou moins inspiré librement de Rubin dans son texte, qui montre que voilà, on peut tout à fait imaginer deux individus qui produisent avec le même travail physiologique, donc qui ont la même difficulté physique à produire ces valeurs d'usage dans le monde physique, et pourtant le marché serait capable, il est tout à fait concevable de penser que le marché ne leur attribue pas la même quantité de travail abstrait, donc ne les valorise pas au même montant.
Donc là, c'est l'exemple fictif que je donne. Et Rubin de conclure, la majorité des auteurs ont compris de façon simpliste la question du travail abstrait en le ramenant à un travail physiologique. Le travail abstrait n'est pas ça. Il est possible d'avoir finalement, dès maintenant, là on le voit dans cet exemple, une forme d'échange inégal, c'est-à-dire des heures de travail des uns qui sont mieux valorisées que celles des autres. C'est-à-dire, en d'autres termes, que le droit de tirage qu'acquiert un individu sur le produit social total, qui est du travail, n'est pas forcément proportionnel à sa dépense en travail physiologique. Alors, du coup, on peut se poser la question, et c'est là-dessus que Orléans attaque la théorie, c'est de dire, bon, bah, si finalement la quantité de travail physiologique n'a pas d'impact, ne se traduit pas par une quantité, il n'y a pas un lien finalement entre travail physiologique d'une part et quantité valorisée d'autre part, eh bien, à quoi nous sert encore la valeur travail? Et même plus loin, finalement, il y aurait à choisir, d'une part entre est-ce que c'est le travail physiologique qui est le déterminant des prix relatifs ou est-ce que c'est l'échange? En fait, Orléans nous enferme un peu dans ce dilemme-là en nous disant que c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on reconnaît le travail comme élément déterminant des prix relatifs, soit on reconnaît que c'est l'échange, mais on ne peut pas soutenir les deux propositions à la fois. Et on le voit très bien avec la situation qui suit, qui est de dire, du coup, il montre bien, OK, je comprends l'idée que me disent les marxistes que le travail physiologique permet de représenter l'importance des conditions de production dans la détermination des prix relatifs, mais dans ce cas-là, il faut être capable d'exprimer pourquoi le travail concret deviendrait du travail abstrait dans des proportions fixes. Un peu comme Ricardo, qui lui est dans une relation linéaire entre quantité de travail concret et quantité de travail abstrait. Et Orléans, de conclure, il dit ce n'est pas le cas, les marxistes ne répondent pas à ça. Et c'est vrai qu'en lisant cette citation qui est une réponse finalement à Ribet, on est assez surpris parce que quand on prend le soin de lire Rubin, en fait, Rubin répond à ça. Et pourtant, Rubin est abondamment cité par Orléans, puisque Rubin, il nous dit, voilà, il y a un passage vraiment intéressant où il nous dit, certes, en économie marchande, l'égalité entre deux dépenses de travail s'accomplit par l'intermédiaire du procès d'échange, donc qui reconnaît que c'est bien l'échange qui vient transformer du travail concret en une certaine quantité de valeur, une certaine quantité de travail abstrait. Néanmoins, il dit, cela ne nous empêche pas de mettre en évidence une série de propriétés quantitatives qui caractérisent le travail sous ses aspects matériels, techniques et physiologiques et qui influencent de façon causale la détermination quantitative du travail abstrait avant l'acte d'échange et indépendamment de celui-ci. Bon. Et il nous montre les plus importantes de ces propriétés. Il nous dit il y a finalement les régularités qu'on peut observer, quelles sont les caractéristiques du travail concret qui vont le plus déterminer la quantité de valeur qu'un individu peut obtenir. Ça va être la durée de la dépense en travail, l'intensité de ce travail, la qualification et enfin la productivité physique au sein de la branche. Alors, et du coup, on voit que si la relation entre... comment Rubin aboutit-il à ces régularités? Ce n'est pas adhérer au substantialisme, ce n'est pas décréter ces attributs comme étant fondamentalement les déterminants de la valeur. Non, ce que montre Rubin, c'est qu'il y a une dialectique, enfin, il y a en fait, la valeur est aussi une méthode d'allocation du travail entre les branches. Et parce que les unités de travail se réallouent sur la base des prix, c'est-à-dire le travail physiologique est valorisé sous forme de prix, mais ensuite les agents, dans un second temps, sur la base de ces prix-là, vont décider de réallouer ou non le travail entre les différentes branches de la production. Et c'est cette mécanique de abstraction-réallocation qui fait et qui rend finalement ces différentes caractéristiques pertinentes. Je donne juste un exemple. Rubin nous dit une quantité de travail concret plus longue est réputée représenter une quantité de travail abstrait plus élevée. Pourquoi il en vient à cette conclusion? Naturellement, parce qu'il dit si une quantité de travail concret était plus longue, était moins valorisée dans une branche,
eh bien, les individus iraient valoriser leur travail d'une meilleure manière dans l'autre branche. Ils réalloueraient leur travail parce que dans cette branche-là, le travail est trop mal payé en termes de durée, rémunération horaire, que dans une autre. Donc, on voit bien, c'est cette réallocation entre les branches qui vient rééquilibrer et qui rend ces caractéristiques pertinentes. En définitive, la manière dont on peut le voir, c'est que la valeur travail ricardienne n'est finalement qu'un cas limite, un cas parmi d'autres possibles dans le modèle de Marx, dans le modèle abstrait de l'économie marchande. Ce n'est pas du tout le cas le plus fréquent, puisque en fait, pour que la valeur travail, finalement, au sens de Ricardo, que toute unité de travail concret donne la même quantité de valeur à l'arrivée, eh bien, il faut que ces conditions-là soient réunies, il faut que la mobilité du travail soit parfaite entre les branches, il faut que tout le monde puisse se former de la même manière, il ne faut pas qu'il y ait de rente technologique et donc tout le monde ait accès à la même technique. En fait, la conclusion ricardienne, finalement, c'est un peu le produit d'un espèce de modèle abstrait, un peu, quasiment au même titre qu'on aurait un modèle de CPP, mais là, à base de valeur travail, et qui produit ce résultat. Et évidemment, en fait, comme ces conditions ne sont jamais réunies ou très peu en pratique, il n'y a pas une validité, il n'y a pas les prix relatifs ne correspondent pas à la valeur travail. Néanmoins, qu'est-ce que a le mérite de montrer ce modèle abstrait? Il a le mérite de montrer que tendanciellement, il identifie finalement, il cerne en particulier un effet qui est l'effet finalement des progrès de la productivité du travail. Donc, la conclusion où ça m'amène, c'est que d'une part, la dépense en travail physiologique, évidemment, elle n'est pas le seul déterminant des prix relatifs. Et ce que permet de penser Marx, c'est de reconnaître à la fois l'ancrage dans le monde physique, donc l'importance du travail physiologique dans la détermination des prix relatifs, et d'autre part, de faire la place aussi, puisque la valeur est un phénomène social, à d'autres déterminants. Notamment tous les déterminants qui font qu'il y a des effets de rente, il y a une mauvaise réallocation parce qu'il y a un temps historique qui compte, donc les réallocations en travail ne se font pas. Et donc, il est tout à fait possible que des échanges inégaux apparaissent et que finalement, une équivalence entre deux marchandises en termes de valeur corresponde à un échange inégal en termes de travail incorporé. Alors, jusqu'ici, j'ai parlé de l'économie marchande. Je vais juste terminer en passant à l'analyse, en intégrant le rapport salarial, puisque le rapport salarial vient, si on veut dire, radicaliser les conclusions et rendre encore plus hypothétique l'existence même de prix correspondant à la valeur travail incorporée. D'une part, la première remarque, donc en fait, mon propos, ça va être de dire que dans le capitalisme, les échanges inégaux sont légion, c'est la norme plutôt que l'exception, et la valeur travail, en fait, elle n'est à penser que comme un déterminant parmi d'autres, qui reste quand même un déterminant tendanciel des prix relatifs. Alors, la première remarque, c'est qu'effectivement, d'emblée, le rapport salarial est un rapport d'échange inégal, puisqu'il y a prélèvement net en travail physiologique d'une classe sur l'autre. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que la divergence entre valeur travail et prix, finalement, en économie marchande, elle s'expliquait par des imperfections dans la mobilité du travail, mais en économie capitaliste, elle s'explique finalement par, pour la raison même que l'objectif de la production est désormais la valorisation du capital et qui, en mobilité parfaite des capitaux, exige finalement une égalisation du taux de profit. Et donc, si vous voulez, le processus de réallocation du travail entre les branches en économie capitaliste, il s'arrête lorsque les prix entre les branches permettent d'égaliser le taux de profit et plus du tout comme en économie marchande où ce processus de réallocation cessait lorsque les heures de travail sont également valorisées dans les différentes branches. Et ça, c'est lié au changement en fait, dans le mode d'affectation du travail physiologique du coup entre les différentes branches.
Alors, bon, ça c'est bien connu. Là aussi, je m'excuse si ce sont des rappels pour certains qui sont bien familiers de la théorie marxiste. Voilà, les deux cas typiques d'échanges inégaux qui viennent se rajouter une fois qu'on passe de l'économie marchande à l'économie marchande capitaliste, ce sont les deux cas où on a d'une part des compositions organiques du capital différentes entre les différentes branches et d'autre part, des taux d'exploitation qui peuvent être aussi différents. Alors, je passe rapidement, hein, mais on sait que, voilà, Ricardo l'avait repéré le premier, pour satisfaire l'égalisation du taux de profit, il faut nécessairement que les prix de marché, hein, divergent nécessairement de la valeur travail, puisque de toute façon, autrement, il y a une réallocation jusqu'à ce que le taux de profit soit équivalent. Ce qui amène à la situation qu'effectivement, les secteurs les plus intensifs en capital constant, ils réalisent une valeur supérieure, ils réalisent un prix supérieur à la quantité de travail incorporé. Et inversement, hein, c'est la stricte, finalement, c'est un circuit bouclé, hein, le surgain des autres par rapport à la quantité de travail incorporé est finalement une sous-vente par rapport à la valeur incorporée pour les autres. Et exactement, on a le même phénomène pour ce qui est du taux d'exploitation, puisque là, même chose, hein, on aura les secteurs qui exploitent le moins, qui sont en mesure de réaliser une valeur supérieure à la quantité de travail incorporé, et inversement pour ceux qui ont un taux d'exploitation supérieur à la moyenne. Bon, je ne m'attarde pas plus là-dessus, mais ça montre bien qu'en économie marchande capitaliste, là aussi, la valeur travail n'est jamais observée, ou alors c'est un cas limite, purement limite, c'est-à-dire elle n'est observée qu'à condition qu'il y ait mobilité parfaite du capital pour que l'égalisation des taux de profit se produise, première condition. Il faudrait que la composition organique du capital soit la même dans toutes les branches, deuxième condition. Et troisième condition, il faudrait que le taux d'exploitation soit uniforme. Ce n'est que dans ces conditions qu'on aurait finalement des prix qui correspondent à la valeur travail. Bon. Alors, est-ce que tout ça, est-ce qu'il faut en tirer la conclusion un peu comme ce que disait Mathieu Montalban dans son article de 2012 dans La Régule, que finalement, la théorie marxiste, la théorie de la valeur de Marx est à jeter à la poubelle parce qu'elle n'est pas une théorie des prix relatifs. Alors, moi, je pense que la conclusion est un peu radicale, puisque, en fait, si la seule conclusion que amène cet exposé, finalement, c'est que le fait que les prix relatifs ne correspondent pas à leur valeur travail incorporée, la seule chose que ça dit, c'est que la valeur travail n'est pas le seul déterminant. Les conditions de production ne sont pas les seuls déterminants des prix relatifs. Mais bon, ça, à la limite, tout le monde veut bien l'admettre. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que les conditions de production et la difficulté à produire dans le monde physique ne comptent plus. Il ne faut pas tordre le bâton dans l'autre sens. C'est-à-dire que finalement, on le voit bien dans les tableaux que j'ai passés juste avant, ceux qui arrivent à découpler du travail incorporé, eh ben, ils le font nécessairement au détriment des autres. Hein. Donc, au global, et c'était en ce sens-là que la nouvelle interprétation me paraît intéressante, au global, on a quand même une quantité globale de travail qui a été dépensée pour produire les valeurs d'usage. Et à la limite, la seule chose que nous dit la non-existence de la valeur travail, c'est que cette répartition du travail dépensé ne se fait pas selon le travail engagé par chacun. Sous-entendu, il y en a qui captent de manière nette le travail des autres et on peut identifier les facteurs qui jouent en cette faveur, donc coques différentes, taux d'exploitation différents, etc. Alors, ça m'amène un peu à voir pourquoi est-ce que ça peut avoir un intérêt quand on pense la question du découplage. Donc, la conclusion, je pense que ça amène, c'est que, en fait, la valeur, ce que nous dit la théorie de la valeur travail, c'est que la valeur, c'est un mode de répartition des produits du travail, des produits d'un travail physique hein, qui a été dépensé, du travail physiologique. Ça, c'est la première conclusion. Deuxième conclusion, il n'y a aucune raison
que, comme je le disais tout à l'heure, que cette répartition se fasse sur la base de ce que chacun a bien voulu engager dans le monde physique. Il y en a qui arrivent à capter finalement le travail physique engagé par les autres. Alors, le problème, pour revenir à la question de Hornborg et à l'échange écologiquement inégal, c'est que cette vision-là de prélèvement net en travail sur un autre partenaire, non seulement, effectivement, elle existe en économie nationale, ces échanges inégaux existent au sein du territoire français, mais pour ce qui nous intéresse, ils existent évidemment entre territoires. Et le lien à l'énergie, il est assez simple, c'est de dire, de toute façon, même dès lors qu'on accepte que le travail pensé comme tel n'est pas juste un facteur de production, mais une manière d'agréger la production, on voit bien que dans ce travail net qui est prélevé sur un pays étranger, il y a du travail mort qui est de l'énergie. Donc, c'est en ce sens-là que je trouve un peu problématique les travaux que je cite par ailleurs, qui sont d'identifier différentes ressources comme si elles étaient équivalentes, comme s'il fallait choisir, on va d'abord s'intéresser aux ressources en travail, ensuite aux ressources en énergie, alors que j'ai l'impression que en fait, on ne parle pas de ressources, on parle plus d'un agrégat qui permet de saisir le monde à chaque fois. Est-ce que ce monde-là, je le saisis avec l'agrégat des heures de travail, et auquel cas, est-ce que c'est pertinent, ou est-ce que le monde, je vais le saisir avec un agrégat en termes d'énergie, et est-ce qu'il est pertinent pour faire ça? Voilà. Donc, ma conviction à ce stade, et ça c'est là-dessus que j'aurais plaisir à discuter, c'est de voir finalement, est-ce que la conception qu'a de Marx de l'échange inégal, elle ne permet pas tout à fait en l'état de penser les prélèvements nets en travail et en énergie induite, aussi bien, sinon mieux, que de simples approches consommation, ou l'adhésion qu'a Hornborg, par exemple, à cette théorie finalement des prix qui est un peu mécanique en quelque sorte, puisque on aurait à la fois l'utilité qui expliquerait la valorisation et d'autre part cette idée que plus on a dispersé de l'énergie, plus la valeur du bien est élevée. Donc deux propositions qui me paraissent d'une manière ou d'une autre difficilement conciliables. Donc en conclusion, pour conclure sur là où ce travail m'a mené, la réflexion au terme de ce travail, c'est, à mon avis, pour l'économie écologique, pour revenir à la question de la théorie de la valeur, il y a un intérêt à se tourner vers la théorie marxiste, d'abord parce que, comme le disait Lippiès, mais aussi Salama, voilà, ce sont des choses qui sont connues. La théorie de Marx, elle évite l'écueil ricardien d'une substance sans forme, et à la fois, à mon avis, l'écueil orléanien d'une forme sans substance, et qui, comme le disait Lippiès, laisse des fois planer le risque que d'autres substances, comme l'utilité, ressurgissent pour caractériser les déterminants des prix. La deuxième chose, c'est que la production a une dimension matérielle, et seuls des agrégats physiques peuvent en rendre compte. Dans ces agrégats physiques, le choix du travail n'est pas arbitraire, contrairement à ce qu'a pu argumenter une partie de l'EE. Le choix du travail, c'est simplement une vision anthropocentrée, ce qui paraît assez logique. On regarde du point de vue humain la difficulté à produire dans le monde naturel, mais en aucun cas cela voudrait dire que le travail produit sans la nature ou que le travail serait le seul facteur de production. Ça, à mon avis, il y a une erreur. Le deuxième point, c'est qu'il y a une relation effectivement entre travail et énergie, puisque la quantité de travail mort accumulé, donc finalement de valeur d'usage qu'on arrive à produire, entretien, est uniquement possible si le travail vivant parvient à s'équiper de quantités d'énergie exosomatique extérieure à son propre corps croissante. Et là, je renvoie aux travaux sur le métabolisme social de Rimpetro. Et d'autre part, voilà, quatrième point de conclusion, l'échange inégal, c'est la norme en économie marchande capitaliste. C'est ce qui permet à certains acteurs de prélever de manière nette du travail. Et dans ce travail net prélevé, évidemment, c'est un travail il y a du travail mort qui existe sous forme d'énergie.
Donc, tout prélèvement net en travail est aussi un prélèvement net en énergie. Et puis, enfin, la critique que je faisais tout à l'heure, cet échange inégal, en fait, on peut lui trouver des causes institutionnelles qui sont est-ce que le capital est mobile? Est-ce que le taux d'exploitation a augmenté entre les territoires? Est-ce que certains pays ont une coque plus élevée que d'autres? Est-ce qu'il y a des rentes en termes d'information? Bref, toutes ces questions-là du pouvoir, des institutions qui, à mon avis, sont moins compatibles avec une approche théorie de la valeur qu'on retrouve chez Hornborn. Voilà. Merci à vous. Merci pour votre attention. Ok, merci beaucoup à toi, Alban, pour cet exposé très, très dense, mais aussi clair et surtout très stimulant. Et d'autant plus que, enfin, pour moi qui ne suis pas du tout un expert en économie écologique, c'est avec grand plaisir que je vois que ton effort d'intégrer, comme tu dis à la fin, le travail comme un agrégat physique pour essayer de mesurer justement toutes les, ce qu'on appelle souvent le prélèvement sur la nature, mais justement, ce travail a le mérite de montrer l'interaction inextricable qui me semble qu'on devrait avoir voilà, quoi, dès qu'on adopte un point de vue, quand on décide d'adopter un point de vue anthropocentré, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les approches en économie écologique. Et moi, je trouve ça vraiment stimulant là-dessus. Donc, on va ouvrir la discussion dans le chat en demandant aux différents intervenants s'ils ont des questions de se manifester en écrivant leur nom. On va prendre des questions tour à tour. Donc, je vois qu'il y a Louison qui est là, il y a plusieurs doctorants aussi qui travaillent sur l'économie écologique. Je suis sûr qu'ils auront des questions à te poser. Et en attendant que quelques personnes se manifestent, moi j'ai une première question. C'est sur. Donc voilà, conceptuellement, je trouve vraiment que c'est un travail très fort que tu fournis là. Et dans ton dernier point, donc tu essayais de montrer donc, le lien que tu pouvais faire entre la théorie de la valeur et le découplage énergétique. Et je me demandais dans quelle mesure ensuite on peut essayer d'opérationnaliser tout ça. Là, tu es passé très vite dessus, mais là, c'était ta diapositive 23 où tu montrais le cas de la Chine avec le découplage énergétique lié à la consommation. Si tu pouvais préciser un peu plus comment on pouvait mobiliser le travail conceptuel que tu fournis pour interpréter ce découplage énergétique. Une première question en attendant d'autres qui vont venir après moi. Si tu veux ne pas répondre maintenant, je peux aussi en prendre d'autres. Il y a Nicolas Pinsard, Steren, c'est toi qui me dis avant. S'il y a d'autres questions, comme Ok, vous ok. Donc, vas-y, Nicolas. Oui, merci Tristan et merci Alban de cette présentation. Alors, j'ai trois questions qui sont en réalité liées. La première, c'est lorsque tu as dit qu'effectivement, le travail est vu comme un métrique pour mesurer l'effort humain. Ma première question est donc savoir est-ce que le travail mesure tout effort humain ou est-ce qu'il existe des efforts humains qui ne sont pas du travail? La deuxième question qui est liée, c'est effectivement la relation entre travail et énergie, donc toute ta présentation apportée là-dessus. Moi, ça m'a fait penser du coup à un bouquin de François Vatin. Alors, j'ai lu il y a très longtemps, c'était lorsque j'étais étudiant en master, qui voyait les différentes tentatives historiques pour mesurer le travail d'un point de vue énergétique. Et ce bouquin s'appelle Le travail, je crois, Le travail entre économie et physique. Et justement, une de ces conclusions, si je me souviens bien de ce bouquin, c'était de dire qu'effectivement, il y a toujours une part de l'énergie des travailleurs qui n'est pas consacrée au travail. Et en fait, cette part d'énergie, où est-ce qu'on met la frontière entre une énergie qui est consacrée au travail et donc une énergie qui est productive et d'autre part, l'énergie qui n'est pas liée au travail, l'énergie non productive. Par exemple, on peut très bien avoir un travailleur qui est sur sa chaîne de montage, qui dépense une énergie tout simplement pour une reproduction biologique avec le cœur qui bat, une énergie pour dépenser non productive, par exemple, je sais pas, les vacances passées dernièrement
à la mer, ou alors tout simplement penser à la prochaine grève, etc. Donc en fait, un travailleur sur une chaîne de montage est dans une position dite productive, mais il y a des énergies productives et non productives. Et donc, je voudrais savoir comment c'est possible d'établir cette frontière de manière claire et définie d'un point de vue théorique. À moins de considérer évidemment que tout effort humain est une énergie productive, mais dans ce cas-là, il me semble-t-il qu'on arrive à des conclusions théoriques problématiques. Et la troisième question, c'est d'un point de vue un peu plus actuel, effectivement, il y a le télétravail qui se développe. Et le télétravail peut remettre en cause justement cette distinction entre l'énergie utilisée pour le ménage, donc le chauffage, etc., et l'énergie, par exemple, dépensée pour le travail. Donc, du coup, je voudrais savoir, c'est encore une question de théorique et de mesure, où est-ce qu'on met la frontière, mais voilà, est-ce que le télétravail, il n'y a pas cette frontière qui se réduit, qui tend à disparaître entre le ménage et les travailleurs, et d'un point de vue théorique, comment on peut interpréter ça? Voilà, ce seraient mes trois questions. Merci. Ok, Stérène. Oui, bonjour et merci pour la présentation. J'ai trouvé ça super intéressant. Alors, je ne sais pas si ma question sera très bien formulée, mais en fait, je trouve ça à la fois très stimulant et en même temps, j'ai du mal à comprendre en quoi la théorie de la valeur permettrait de discriminer travail et énergie. Enfin, je m'explique, si on part de l'unité calorie, à ce moment-là, le travail, c'est de l'énergie, on peut le mesurer en termes de calories. Et si on part de la valeur travail, donc de la valeur des marchandises, à ce moment-là, l'énergie, c'est du travail, c'est-à-dire que ça a été transformé par l'action du travail et l'unité de mesure de ce que représente l'énergie dans la marchandise, à ce moment-là, ça va être le travail. Donc, soit on prend comme unité de mesure les calories, et donc on rapporte le travail et de l'énergie, soit au contraire, on prend la valeur, et donc il faut rapporter l'énergie au travail. Et j'ai du mal à comprendre comment on parvient à faire le distinguo et à discriminer entre les deux pour que justement ces éléments théoriques puissent s'opérationnaliser et qu'on puisse comprendre tous les enjeux en termes d'échange inégal ensuite. Voilà, je ne sais pas si c'était très bien formulé, mais c'est ma question. Ok. On a aussi Jonathan et Louison. Peut-être que je peux Si tu veux, vas-y. ça va faire beaucoup. Ok. Vas-y, réponds. Merci pour les questions. Alors, je vais essayer de répondre à la première et la dernière qui, à mon sens, se rejoignent sur le lien un peu entre le conceptuel, la question des agrégats, le côté opérationnel et comment saisir l'énergie. C'est vrai que j'ai remis la slide là que tu as mentionné. Parce qu'effectivement, je suis passé un peu vite dessus. Moi ma conviction, c'est de dire la valeur, c'est un mode de répartition du travail physiologique. Et dans ce travail physiologique, il y a de l'énergie. Donc, je pense que je vois ça comme une question un peu, il y a une hiérarchie, quoi. C'est-à-dire, c'est d'abord le travail qu'on répartit entre les individus, parce que la production, ça reste une production pour les hommes. Et donc, on acquiert avant tout des droits à la richesse aux humains. Et donc, on partage finalement ces efforts humains par l'entremise de la forme valeur, avec justement certains qui peuvent capter plus que ce qu'ils ont mis en termes d'efforts. Après, je pense que l'énergie arrive dans un second temps, au sens où tout ce travail dépensé, au final, on peut en économiser de manière nette quand on augmente l'énergie. Et c'est pour ça que quand on augmente l'énergie par tête, finalement. Et c'est en ce sens-là que je faisais référence au travail de Gianpietro, parce que je me dis qu'une des manières, plutôt que de... Mais peut-être que c'est une erreur, hein, c'est vraiment ouvert à discussion, plutôt que de faire les approches consommation-énergie, les approches consommation-travail, qui sont très, en gros, facteurs de production, moi, dans mon esprit, ça serait d'abord de faire le travail, et après, sur le prélèvement net en travail, on peut affecter, par exemple, un indice métabolique qui est la quantité d'énergie par heure travaillée, en fonction des différents territoires. Et du coup,
on commencerait d'abord par saisir le prélèvement net en travail pour déduire finalement l'énergie induite. Parce que finalement, le travail, il n'y a pas le même métabolisme sur tous les territoires. Et c'est un peu ce que je montrais là avec le tableau orange, c'est voilà, le métabolisme des pays développés. On voit bien que il y a une énergie incorporée par heure de travail qui est beaucoup plus élevée qu'en Chine et que dans les pays à faible revenu. Donc moi, c'est plutôt vers en termes d'approche empirique, c'est plutôt vers là où je veux aller, mais je n'ai pas de certitude que ça soit robuste ou si ce n'est pas redondant. Voilà. Et sur les trois questions qui ont été posées, je ne suis pas sûr d'avoir toujours des éléments très intéressants. Sur la première, il était dit que comment est-ce qu'on distingue, est-ce que dans l'effort humain, il n'y a que de l'énergie, si j'ai bien compris, il y a une part productive, non productive. Est-ce que ça faisait référence à la différence entre travail musculaire et plutôt travail intellectuel, nerveux? Parce que c'est vrai que dans les comptabilités énergétiques du travail, c'est en ce sens-là que, pour faire une réponse aussi à ce qui était dit sur Vatin, aujourd'hui, en fait, la contribution humaine d'un point de vue énergétique, elle est dérisoire, quoi. Si on prend les services énergétiques, on voit c'est comptabilisé sous forme d'énergie musculaire, c'est peanuts par rapport à chauffage, transport, mobilité, etc., issus des fossiles. Donc, j'ai l'impression que pour botter un peu en touche, parce que je ne sais pas répondre, je dirais que en fait, la part le travail humain d'un point de vue, si on prend la métrique énergétique, la contribution humaine de ce point de vue-là est tellement mineure que ce genre de questions sur quelle partie de l'énergie humaine est productive ou non, finalement, n'aura pas de beaucoup d'impact en termes de résultats empiriques, si je peux m'en sortir comme ça. Je ne sais pas si ça répond à vos attentes. Donc, Nicolas, tu vas me dire si ça répond ou pas, mais sinon, on peut passer à Jonathan, puis Louison. Non, mais on passe aux autres questions. À Louison directement, d'accord. Ouais, bonjour à tous. Merci Alban pour ta présentation. En fait, moi, dans certaines de mes questions, il y en a aussi qui ont été déjà posées. Par exemple, je me demandais si un indicateur de découplage davantage pertinent, ce ne serait pas le ratio énergie sur heure travaillée plutôt que énergie sur PIB, mais tu viens d'y répondre en partie, Alban. Néanmoins, je pense qu'on s'expose à un autre problème que tu as aussi mentionné, au moins implicitement, avec ce genre d'indicateur. Et c'est aussi un problème auquel sont exposées, je pense, les fonctions de production agrégées qui incluent, par exemple, un facteur énergie à côté du travail et du capital. En dehors des problèmes habituels posés par les fonctions de production agrégées, c'est un problème de double comptage, en fait. C'est le risque de compter deux fois la même chose. Pourquoi? Parce que finalement, l'énergie n'aboutit à une production que par la médiation du travail. Donc, en faisant un ratio, par exemple, énergie sur temps de travail, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre la même chose au numérateur et au dénominateur, simplement exprimée dans des unités différentes? Ça, c'est une question que je me pose. Je n'ai pas la réponse, mais ça m'intéresserait d'avoir ton avis là-dessus, Alban. Et une autre question que je me posais, c'était comment tu inclus dans le raisonnement la part du travail effectué par la nature qui n'est pas forcément marchandisée directement, donc à laquelle il n'est pas donné nécessairement de valeur monétaire, mais qui est appropriée en ce sens que sans elle, il n'y aurait pas de production possible. Par exemple, alors c'est un exemple qui n'est pas le meilleur parce que en fait, c'est en partie marchandisé, mais tout le travail de captation et séquestration du carbone effectué par la nature sans intervention humaine, par exemple. Sans ce travail-là de la nature, la Terre serait déjà invivable depuis longtemps, par exemple. Donc, comment on fait pour intégrer ça au raisonnement et en tête, j'ai notamment là le travail de Jason Moore qui distingue justement entre appropriation et marchandisation. Oui. Oui, je suis d'accord sur ce que tu dis, le risque de double comptage. Là, je l'ai vu là, dans mon truc, l'énergie
on voit bien que en fait, on compte, dans les deux cas, on compte la production. En fait, on ne fait que compter la production, mais de deux points de vue différents. L'un d'un point de vue du travail et l'autre du point de vue de l'énergie. Et bon, il faudrait voir quel sens on y donne. Je ne suis pas encore convaincu, effectivement. Et je trouve que, voilà, je souscris totalement à ce que tu as dit. Sur la deuxième question, j'ai peut-être plus un élément de réponse. Enfin, là aussi, c'est une piste que je n'ai pas encore assez creusée. Mais par rapport à ce que tu disais, justement, de prendre en compte toute cette énergie, ce travail sous forme d'énergie de la nature qu'on n'a pas eu à dépenser, je me demandais, j'avais lu un article de Bellamy Foster, justement, où il appelle ça le Marx-Odum dialectique. Et du coup, il renvoie vers Odum et il dit, est-ce que la mesure de l'énergie de Odum, il parle d'émergie. Alors, je ne suis pas vraiment familier avec le concept, mais j'avais l'impression que c'était de renvoyer tout ce qu'on utilise autour de nous finalement à une méthode d'agrégation unique qui est équivalent, je crois, en énergie solaire. Et donc, finalement, ça pourrait peut-être permettre d'avoir une comptabilité énergétique de ces différentes valeurs d'usage. Mais en même temps, pour nuancer le propos, je me pose la question, est-ce que ça ne nous écarte pas un peu de la valeur quand même? Parce que bon, ce qui est valorisé, ce sont les valeurs d'usage qui ont nécessité intervention de travail humain. C'est une condition de la valeur. Donc finalement, le travail de captation que fait l'environnement en termes de CO2, ok, ça implique sûrement de l'énergie, il y a un rôle de la nature, mais quel est le lien à la valeur dans ce cas-là? C'est des conditions qui peut-être favorisent ou rendent plus difficile le travail humain, mais je ne vois pas très bien en quoi ça... Enfin voilà, c'est mon questionnement. Comptabiliser le travail de captation de la nature en termes de CO2, je sais pas, est-ce que c'est important de le mesurer, quoi? Est-ce que c'est quand on s'intéresse à cette question du découplage énergie-valeur? Vas-y, Louison, n'hésite pas à réagir. Ah ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. J'avais pas, moi, je réfléchissais pas à ça sous cet angle-là. Mais en fait, bon, du coup, j'ai une question, c'était un peu aussi celle de Tristan au début. C'est une question un peu terre à terre, mais c'est un peu encore abstrait pour moi là, un peu obscur. Qu'est-ce que tu veux dire en fait à la fin avec cette réflexion-là? Est-ce que le but c'est de repenser les indicateurs de découplage? Est-ce que c'est de repenser la théorie de l'échange inégal? J'ai un tout petit peu de mal à voir les implications à la fois théoriques et empiriques de là où tu veux en venir exactement en fait. Bon, ça, c'est la question que je me pose aussi, mais en fait, c'est juste cette réflexion sur le découplage qui m'a amené à comprendre l'interaction énergie-valeur, donc à repasser en revue et de voir que voilà, il y avait ce questionnement au sein de l'EE. Et la question que je n'ai pas encore tranchée actuellement, c'est est-ce que cette réflexion amène à une autre méthodologie que des simples approches consommation, que des approches consommation actuellement pratiquées, ou est-ce que finalement c'est simplement une réinterprétation, du coup, ce que je laissais un peu entendre à la fin, un peu plus institutionnaliste du découplage et du lien valeur-énergie. Voilà. Est-ce que c'est une réinterprétation des résultats qui sont donnés par ces méthodes, ou est-ce que ça doit déboucher sur une autre méthode pour saisir le découplage? Là, à ce stade, je ne saurais pas répondre. Dans ce cas-là, juste une dernière remarque, après j'arrête de monopoliser la parole. Peut-être que tu devrais regarder, parce qu'en fait, il y a d'autres indicateurs que les indicateurs basés production ou basés consommation. Et là, j'attire notamment ton attention. Il y a un papier de 2018 de Sébastien Pinheiro et de co-auteurs où ils font un peu le point sur les différentes approches. Donc, il y a l'approche production. Donc, juste pour que tout le monde comprenne bien, l'approche production, par exemple, c'est combien d'émissions de CO2 sont émises en France en une année. Il y a l'approche consommation, c'est-à-dire combien d'émissions de CO2 sont émises dans le monde entier pour produire ce que l'on consomme en France. Donc là, c'est à attribuer la responsabilité environnementale en fonction de la consommation finale et non pas en fonction de la production. Donc ça, c'est les deux grandes approches. Mais il y a d'autres approches, et notamment, il y a des approches en fonction du revenu qui est généré.
Il y a une approche qui est d'attribuer la responsabilité environnementale en fonction de qui génère la valeur ajoutée au long ou qui approprie la valeur ajoutée tout au long des chaînes globales de valeur. Donc, les approches production et consommation, ce n'est pas les seules perspectives possibles sur ces indicateurs-là. Donc, peut-être que tu devrais aussi inclure les autres indicateurs dans ta réflexion. Oui, merci. Hein. Je note précieusement ce que tu viens de dire parce que ça fait. Nello m'en avait parlé, mais ouais, merci. Benjamin, peut-être, du coup, une question aussi. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Est-ce que j'ai le droit quand même? Bien sûr, vas-y. Bon, merci Albin pour cette présentation. C'était très riche et je digère son contenu, donc je n'ai pas tout de suite une question. Mais il y a une chose à laquelle j'ai pensé pendant ta présentation, et c'est que si tu as envie d'approfondir plus la dimension théorie marxiste entre dépenses de travail et dépenses d'énergie, je pense que là, il y a un chantier à ouvrir qui serait vraiment intéressant, puisque récemment ont été édités, dans le cadre de la Méga 2, les textes de Marx après 1868 sur les questions de ce qui s'appelait à l'époque la physique agricole. Ce qu'on connaît pour l'instant, c'est l'intérêt que Marx portait à la chimie. Mais en fait, après 68, il s'est aussi intéressé aux conditions météorologiques plus générales. Et donc, il y a un livre de Kohei Saito qui est un peu une histoire de l'évolution de la pensée de Marx sur toutes ces questions-là, qui va paraître en français en juin cette année. Mais il n'approfondit pas vraiment en fait le contenu de la pensée de Marx, et notamment le rapport entre nature et valeur. Et du coup, là, il y a des choses qui seraient vraiment intéressantes à exploiter. Donc, si jamais ça t'intéresse, je pense que là, tu as vraiment un boulevard. Je veux bien que tu me réécrives la référence parce que je n'ai pas tout réussi à prendre en note. Oui, je t'écrirai un mail, oui. Merci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Enfin, ces débats sur les mesures et sur les rapports justement entre la nature et la valeur, et tous les débats que vous avez eus sur est-ce qu'on peut finalement assimiler tout le travail à des dépenses énergétiques. Enfin, je pense que ce sont des questions essentielles à l'heure où justement il y a quand même une tendance à la naturalisation de tous les phénomènes en sciences sociales et en général. Et donc, le travail que tu fournis là est essentiel dans ce sens-là. Si vous avez encore des remarques ou des points de discussion, n'hésitez pas à les partager publiquement. C'est aussi fait pour ça ce séminaire. Alors juste, du coup, comme j'ai mal répondu à certaines questions parce que du coup, j'ai du mal à gérer les questions qui se sont… Est-ce que, je ne sais plus, qui est-ce qui avait posé la question sur le télétravail, parce que je voulais juste… Oui, c'était une question de Nicolas, ça. Oui, ça c'était moi, mais il me semble qu'il y a… comme vous voulez, soit je reformule la question, soit je laisse Nicolas, oui. Il y a Mathis qui voulait prendre la parole, peut-être du coup… je pourrais après, allez-y. Okay. Non, mais c'était juste voilà, sur le télétravail et la relation entre travail et énergie, puisque effectivement, peut-être ça ne représente pas une part très, très importante, mais quand même, du coup, l'électricité utilisée et payée par les ménages est employée pour travailler. Et en fait, c'est tout simplement le télétravail. Est-ce que ça ne remettrait pas en cause cette frontière entre guillemets ménage et travail, puisque ça se réalise dans le même lieu de production et de reproduction de la force de travail. Et donc, du coup, d'un point de vue, voilà, c'était essentiellement ça. Est-ce que, du coup, théoriquement, est-ce qu'on pouvait en induire des choses? Voilà, c'était essentiellement ça. Je n'ai pas trop d'avis sur la question, à part que… parce que en fait, on a une consommation d'énergie par tête qui est
qui avaient lieu dans les entreprises et qui, du coup, changent finalement de secteur institutionnel. Donc, je me pose la question, oui, en termes d'effet global, enfin, d'un point de vue métabolisme macro, je n'arriverai pas à voir si ça induit, si c'est un changement vraiment fondamental ou si, ouais, non, je n'ai pas de billes là-dessus. Oui, Mathis. Oui, merci. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Du coup, je voulais poser une question peut-être un peu naïve, mais je voulais savoir si ça existait des recherches qui ont essayé de voir dans quelle mesure la théorie de la valeur travail était validée empiriquement, on va dire, dans quelle mesure les prix pour différentes marchandises peuvent correspondre effectivement à la quantité de travail nécessaire pour les produire, quoi. C'était une question sur la littérature. Alors moi, la seule étude empirique que j'ai vue citer, c'est celle que recense Mathieu Montalban dans son papier pour la régule là, de 2012, où il revient sur la question de la valeur pour la théorie de la régulation. Et il cite un papier de Shaikh de 84, où il y aurait des évaluations économétriques des valeurs travail, et il dit qu'il y a des divergences assez faibles, je crois de l'ordre de moins de 10%, je crois, par rapport aux valeurs travail théoriques, et il conclut sur le fait que ça a été vachement critiqué parce qu'il y avait des phénomènes d'autocorrélation. Voilà. Mais je suis pas allé plus loin que ça, parce que en fait, pour moi, je vois plus ça comme un outil pour la pensée que comme un déterminant des prix relatifs. Donc, en fait, oui, si le travail empirique montre que ce n'est pas le cas, est-ce que pour autant, ça sera invalidé? C'est ça, puisqu'au final, si on la réinterprète un peu comme j'ai essayé comme après d'autres, hein, de la réinterpréter dans cette présentation, ça veut juste dire que c'est un déterminant parmi d'autres. Donc, si à un moment donné, dans certains pays, ça s'écarte, on peut en conclure qu'il y a un prélèvement. En fait, peut-être que la corrélation intéressante serait de voir est-ce que l'absence de valeur travail sur le territoire national se traduit nécessairement par justement un prélèvement net vis-à-vis de l'extérieur, parce que ce serait ça un peu la conclusion de l'exposé. C'est-à-dire finalement quand tu arrives à découpler ta valeur de ton travail physiologique dépensé, que ce soit celui contenu dans les machines, dans l'énergie et le travail vivant, ça se fait nécessairement au détriment d'un autre territoire. Ça sera un prélèvement net. J'aime bien l'expression de Hornborg qui dit c'est un zero-sum world. Donc voilà, les gains des uns sont la perte des autres. D'accord, merci beaucoup. Et merci aussi à Louison, j'ai vu, pour les références. Merci. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore d'autres remarques ou commentaires? Vas-y, Jonathan. Oui, merci. Merci Alban pour la présentation. Ça a été mentionné, c'est difficile de réagir immédiatement. On a besoin d'un temps de digestion parce que ton travail est très riche et très basé sur une réflexion théorique. Moi, c'est peut-être, je te livre mon sentiment. Moi, ce que je trouve peut-être le plus prometteur, c'est tes réflexions à partir de la théorie de l'échange inégal. Parce qu'il y a déjà eu beaucoup de débats qui ont amendé la théorie de l'échange inégal initial pour prendre en compte les différences de productivité du travail selon les pays, pour prendre en compte les taux d'exploitation différents selon les pays. Et ça rejoint aussi peut-être une des suggestions ou un des éléments pointés par Louison. Faut certainement prendre en compte aussi la quantité de travail qui va être différente selon les pays pour libérer de l'énergie à partir d'une même production énergétique de base. Produire de l'énergie à partir de pétrole, la quantité de travail nécessaire pour obtenir la même quantité de kilowatts va être différente selon des contextes industriels différents. Donc, je me demandais si tu ne pouvais pas, en termes
d'opérationnalisation de ta recherche, ce qui a beaucoup été discuté. T'appuyer sur les théories de l'échange inégal pour venir sur les questions de commerce international et d'échange inégal qui ont l'air de t'intéresser aussi. On l'a vu dans les graphiques que tu nous as présentés. Prendre en compte ces différences de travail nécessaires pour produire de l'énergie, une même quantité d'énergie selon les pays, et relier ça aux grandes tendances de commerce international. Ce qui rejoint un petit peu, il me semble, ce que Louison aussi évoquait sur la façon, est-ce que tu veux avoir un raisonnement en termes d'impact écologique à partir de la production, à partir de la consommation, voilà. Peut-être c'était ce sentiment sur l'opérationnalisation de tes recherches, puisque tu semblais dire où est-ce que ça va me mener. Je me demande si là, il n'y a pas une ficelle à tirer, à t'appuyer sur les débats déjà importants qui ont été menés en termes d'échange inégal. Merci. Et Louison aussi, tu voulais réagir encore? Oui, une toute dernière remarque, parce qu'en fait, c'est pour rebondir immédiatement sur ce que vient de dire Jonathan. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Jonathan, mais j'allais dire, en fait, il y a peut-être un défi empirique supplémentaire qui s'ajoute, c'est que je pense que le taux, par exemple, l'échange inégal n'est lui-même, ou le fait que cela arrive ou pas, n'est lui-même pas totalement indépendant de la quantité de travail nécessaire pour produire de l'énergie. Et là, j'ai en tête évidemment les travaux de Timothy Mitchell, etc., qui montrent comment des types d'énergie différentes, en fonction de l'intervention humaine qu'elles nécessitent, vont façonner en partie le rapport capital-travail. Et donc, Mitchell, il explique l'exemple du charbon. Pour produire du charbon, il faut des travailleurs au fond de la mine, il faut des grosses masses de travailleurs. Donc, en fait, ça favorise l'organisation des travailleurs et c'est assez facile de perturber la production pour faire avancer un certain nombre de droits sociopolitiques, etc. C'est notamment ce qui s'est passé en France et en Angleterre jusqu'à la moitié du XXe siècle. Et c'est ça a été absolument fondamental dans l'émergence des États-providence ensuite. Alors que le pétrole, par exemple, ne nécessite pas du tout d'intervention humaine comme ça, et donc il est beaucoup plus difficile pour les travailleurs d'en perturber la production et la distribution, et donc de pousser leurs droits, quoi. Donc en fait, on pourrait aussi faire l'hypothèse que plus tu as besoin de travail sous certaines conditions, plus tu as besoin de travail pour produire de l'énergie, potentiellement, plus les travailleurs seraient en mesure, entre guillemets, de lutter contre des formes d'échange inégal et contre des taux d'exploitation qui seraient accrus. Alors évidemment, ça ne marche pas partout, hein, mais historiquement, on l'a observé en France ou en Angleterre, par exemple. Et dans ce cas-là, tu aurais une relation causale, en fait, entre le numérateur et le dénominateur, potentiellement des ratios. Donc ça, c'est intéressant, mais par exemple, si tu voulais essayer de faire des estimations économétriques, il y aurait sûrement des défis statistiques intéressants à relever là, pour éviter que ça biaise l'estimation. Je suis juste pas sûr d'avoir totalement compris. Parce que du coup, ça voudrait dire que ça te positionnerait sur une conclusion inverse par rapport, par exemple, à la malédiction des ressources, donc que les pays qui sont très, très dotés, très spécialisés dans l'exploitation de certaines énergies, du coup, auraient un levier, tu voulais dire, politique du fait d'un secteur de l'énergie qui est absolument stratégique. Mais du coup, je me demande comment est-ce que tu articules cette thèse avec, par exemple, le fait que, aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait un rapport de force tellement très fort pour les travailleurs d'Arabie Saoudite. Je ne crois pas qu'il y ait un rapport de force très fort pour les pays d'Afrique très extractivistes. Comment tu penses cette articulation avec la thèse de Mitchell? C'est ça qui me… je ne suis pas totalement sûr, mais déjà, par exemple, Mitchell, il montre bien justement que c'est certaines énergies, pas toutes les énergies. D'accord. Donc, le charbon, par exemple, a certaines caractéristiques qui peuvent le rendre, entre guillemets, favorable, enfin, qui peuvent permettre l'émergence d'un rapport de force favorable aux travailleurs, ce qui n'est pas le cas du pétrole, par exemple. Et encore une fois, Mitchell, dans son bouquin, il explique bien que ce qui s'est passé
en France et en Angleterre n'a pas été observé en Chine, alors qu'en Chine, il y a énormément de charbon aussi. Et il essaie d'expliquer pourquoi. C'est lié aussi à des conditions géographiques, de localisation du charbon, etc. Donc, ce n'est pas un schéma qui peut se répéter partout, etc. Mais là, moi, j'avais plus en tête les rapports de force à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Mais je voulais faire écho à ce que tu disais aussi, que l'échange inégal est la norme dans toute la société capitaliste, et donc pas seulement au sein du commerce international, en fait. Je rebondis parce que du coup, c'est vrai que la question centrale, et c'est pour ça que j'avais eu envie de présenter ici, c'est, voilà, vous l'avez tous compris, c'est le côté un peu les débouchés empiriques à cette recherche. Et en fait, pour essayer de clarifier les choses et donner un peu plus d'éléments, moi, ce qui m'intéressait par rapport à cette métrique, c'était finalement d'essayer de comprendre. Et c'est pour ça que je suis aussi intéressé par tous les trucs à la Réampetro sur le surplus énergétique, c'est de comprendre justement la relation qu'il y a entre un surplus énergétique et un surplus social. Et comment il y a une interaction entre les deux, d'où en fait l'intérêt pour ces deux unités qui servent à agréger. Donc, surplus énergétique, tout ce qui renverrait finalement à ces questions un peu du IROI, comment il y a un secteur dissipatif qui croît par rapport au secteur énergétique, et en même temps le lien que ça entretient avec un surplus social, du coup, là, qui est du travail libéré qui peut aller produire de nouvelles valeurs d'usage. Et c'était un peu cette relation qui m'intéresse. Donc ça, c'est un peu le premier jalon. Et la deuxième chose qui m'intéresse en déboucher plutôt plus directement avec ce travail, ça serait plutôt, voilà, essayer de comprendre, parce que ce que j'avais lu dans les travaux un peu empiriques, juste sur approche consommation, footprints, tout ça, bon, ça augmente, on voit bien qu'on est de plus en plus dépendant. C'est que je trouve ce qui manque à chaque fois, c'est un peu les mécanismes institutionnels. C'est un peu postulé, c'est-à-dire on va sortir des grandes explications, le néolibéralisme, la financiarisation, etc. Alors peut-être qu'après, c'est parce que je n'ai pas lu assez de travaux, mais voilà, cette réflexion un peu sur le côté, à mon avis, la dimension institutionnaliste de la théorie de la valeur de Marx, c'était de dire, bon, peut-être qu'on peut mettre ça en relation avec, vu que j'ai identifié quand même pas mal de paramètres comme le taux d'exploitation différencié entre territoires, le degré de mobilité du capital qui égalise le taux de profit, etc. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en évidence les facteurs institutionnels qui ont vraiment pesé pour expliquer cette trajectoire qu'on voit dans les chiffres, finalement? C'était ça un peu l'ambition, mais bon, voilà, à ce stade, ce n'est pas du tout abouti. Ouais, mais là, à mon sens, tu pointes une limite plus générale de l'économie écologique, qui est que l'économie écologique a développé une critique de la croissance et de la surexploitation des ressources naturelles, sans jamais parler de capitalisme. Et il y a un impensé incroyable en économie écologique à ce niveau-là, au point que tu as certains économistes écologiques comme Tim Jackson ou Peter Victor qui vont te dire explicitement la question du capitalisme ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est… Mais là, je pense que c'est quelque chose qui est en train de se résorber parce que les jeunes, entre guillemets, qui notamment les gens de notre génération, où on est, entre guillemets, né à l'économie entre 2008 et maintenant, on voit bien qu'on ne peut pas faire sans la question du capitalisme sur les questions écologiques. S'il n'y a plus d'autres remarques… Alban, est-ce que tu veux dire un petit mot juste pour terminer sur tout ça, ou sinon… S'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin au séminaire. Non, mais j'ai rien à ajouter. Je pense, je m'excuse si la présentation vous a un peu douché et que c'était un peu de la théorie. Non, c'était très bien, justement. Mais c'était, je pensais pas avoir à dérouler aussi vite autant de choses. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux. Et puis pour vos retours, parce que mine de rien, j'ai mission accomplie, j'ai récupéré plein de références et plein de pistes. Donc, merci beaucoup pour vos retours et vos questions. Ok, merci à toi pour cette présentation une fois de plus. Et
en espérant aussi qu'on puisse lire le travail concrétisé de ce que tu nous as présenté aujourd'hui, soit sous la forme d'une thèse ou d'un article. Donc, prochainement, voilà. Eh ben, merci beaucoup. Je profite ici pour mentionner. Donc, on reçoit la semaine prochaine les 2 auteurs qui présentent leur ouvrage Le genre du capital, Sybille Golac et Céline Bessières. Peu après, on recevra Robert Boyer, puis Benjamin, qui est intervenu là aujourd'hui, donc qui nous présentera aussi son ouvrage. Donc, voici pour les prochaines séances du séminaire d'économie politique. Et donc, je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Et merci encore, Alban, pour cette présentation aujourd'hui.